Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les pays invités au défilé du 4 avril réaffirment leur volonté de renforcer les relations avec le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. Tous ces pays voisins saluent le niveau d'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Réaction dans ce journal. Ils sont installés sur le toit des habitations. Leur rôle, alimenter en eau les consommateurs et éventuellement prendre le relais en cas de coupure. Mais une question se pose, celle de leur entretien. L'hygiène est-il toujours au rendez-vous? Réponse dans le dossier de cette édition. L'ingestion de soude caustique, le hémé en question dans la rubrique santé. Le problème préoccupe au service de chirurgie de l'hôpital Albert Royer. La récurrence des accidents inquiète. L'absorption de tels produits par les enfants appelle à la vigilance des parents. Et puis notre invité dans cette édition, Mamadou Ba, président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Bienvenue et bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 5 avril 2017 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la célébration dans la communion du 57e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale et de la consolidation dynamique de notre République, le chef de l'État adresse ses chaleureuses félicitations au gouvernement, aux forces militaires et paramilitaires, aux anciens combattants, aux autorités administratives et locales, aux élèves, aux mouvements de jeunesse et de femmes, aux artistes et à toutes les forces vives de la nation pour le déroulement exemplaire des défilés et manifestations organisées sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, après avoir salué la participation remarquable d'un détachement de l'armée gambienne au défilé militaire à la place de la Nation, le président de la République demande au gouvernement de veiller à la modernisation des casernes et de l'équipement de nos forces de défense et de sécurité, à l'amélioration de leurs conditions sociales ainsi qu'à l'effectivité de la revalorisation générale des pensions militaires d'invalidité. Il en est de même de la prise en charge sociale optimale des anciens combattants dont le rôle précurseur dans la préservation des valeurs patriotiques et civiques reste primordial pour le développement du Sénégal. Par ailleurs, appréciant les résultats du recensement général des entreprises, RGE, réalisé pour la première fois au Sénégal, le président de la République félicite le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, et toutes les structures ainsi que les acteurs impliqués dans le pilotage de cette opération essentielle pour la modernisation de l'économie nationale et l'actualisation du système d'établissement des comptes nationaux. Ainsi, le chef de l'État demande au Premier ministre d'ouvrir dans les meilleurs délais des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales afin d'intensifier l'exécution consensuelle d'une politique de promotion des PME, PMI qui capitalise dans l'équité le potentiel économique de nos territoires avec l'accroissement attendu de la création locale d'emplois. Le chef de l'État a clos sa communication sur le suivi de la coopération, des partenariats et sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation le 10 avril 2017 à Abidjan au sommet extraordinaire de l'UEMOA et de la visite officielle que son homologue portugais, son Excellence, M. Marcelo Rebelo de Sousa, effectuera au Sénégal les 12 et 13 avril 2017. Dans sa communication, le Premier ministre a adressé au nom du gouvernement ses vives félicitations au président de la République à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait le point de l'état de la préparation de la deuxième conférence sociale. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Mamadou Moustapha Ba, économiste planificateur, est nommé directeur général du budget.
Monsieur Papa Oumar Diallo, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé coordonnateur de la Direction générale du budget. Madame Nilan Ndiaye, titulaire d'un master en ingénierie de projet de coopération, est nommée secrétaire permanent du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA. Et enfin, monsieur Abdoulaye Gueye, titulaire d'un master en business administration, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME, en remplacement de M. Abdoulaye Thiam, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'est donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Défilé du 4 avril. La délégation gambienne a été conduite par la vice-présidente Fatoumata Tambadjan au nom du président Barrow. Elle a remercié le président Macky Sall pour la résolution de la crise gambienne. Fatoumata Tambadjan s'est aussi prononcée sur le thème du défilé. Nous l'écoutons. Nous remercions beaucoup notre président, son Excellence Adama Barrow, qui nous a donné la permission et l'opportunité d'assister à cette cérémonie merveilleuse. Et tout a été, le thème aussi qu'ils ont choisi est un thème très important pour l'Afrique et le Sénégal. Nous savons que l'environnement fait partie de notre vie, surtout la vie des femmes et les jeunes. Donc c'est une occasion de sensibiliser la population sénégalaise et tous les amis qui sont venus d'autres pays, à savoir que l'importance de l'environnement dans la vie quotidienne de notre vivant. Que Dieu bénisse notre frère, son Excellence Macky Sall, qu'il continue à gérer ce pays dans la paix, dans la prospérité et dans l'unité africaine. Nous ne cessons pas de le remercier, car il a vraiment joué un rôle très important dans notre impasse pendant notre problème politique en Gambie. Autre pays ayant répondu à l'invitation du Sénégal à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Guinée-Bissau, elle a été représentée par son Premier ministre Cicero Embalo, s'est réjoui du caractère républicain de l'armée sénégalaise et du défilé. Le voici au micro de Mme Moussagnan. Très bien, exceptionnel. Donc ça se montre une organisation et une démonstration de force aussi de l'armée sénégalaise, qui est une armée républicaine. Je félicite les forces armées sénégalaises au nom de mon pays et mon président et au nom du président Macky Sall. La Mauritanie a été également représentée par une délégation conduite par le chef d'état-major de l'armée mauritanienne. Elle a salué les bons rapports entre les deux peuples et la collaboration entre militaires. L'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal, Ould Neni, est au micro de Mme Moussagnan. Le défilé est excellent, le Sénégal se modernise, l'armée se renforce et nous sommes venus aussi pour bien sûr vous dire l'amitié et la fraternité de la Mauritanie avec l'arrivée du général de division, chef d'état-major des armées de Mauritanie, pour partager avec vous cette fête qui est une fête importante. Et puis, comme il est de coutume, après chaque défilé du 4 avril, la douane a décoré quelques-uns de ses agents. 39 ont été distingués. Toute la famille de la douane a tenu à les honorer. Voici le compte rendu de Moubaldé. À l'issue du défilé civils et militaires, la douane a choisi de décorer certains de ces éléments qui se sont illustrés de fort belle manière. 39 ont été distingués cette année. Les médailles d'honneur constituent un témoignage de satisfaction et d'encouragement pour eux-mêmes et pour leurs familles. Mais aussi, une invite adressée à tous les agents des douanes à persévérer dans la voie de l'effort, du dépassement constant et de l'excellence. Cette cérémonie est aussi un moment de communion entre autorités de tutelle et toute la famille douanière. En s'arrêtant sur les résultats des agents décorés, ce sont les acquis de toute la corporation qui sont magnifiés. En effet, l'engagement des agents et de leur professionnalisme dans l'exécution de leur mission nous valent encore de réels motifs de satisfaction dans le cadre de la contribution à la mobilisation des recettes budgétaires et à la protection de notre économie nationale. La communauté douanière a ainsi marqué la 57e édition de l'indépendance du Sénégal. Le thème choisi
à savoir le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, a dominé les débats. Des médias réceptionné son nouveau siège. Le bâtiment regroupe toutes les entités du groupe. Son coût, 3 milliards de francs CFA afin de mieux le positionner dans le landerneau médiatique. Fanta Badji. À quelques encablures de la VDN se dresse l'imposant bâtiment qui fait désormais office de siège pour des médias. L'édifice se veut une concentration de toutes les structures que compte le groupe, un rêve qui se réalise. Le nouveau siège répond à des ambitions. Pour nous, ce n'est pas une consécration, c'est un départ. Alors, il faut nous armer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donner le meilleur pour être leader dans le milieu. Le président directeur général du groupe veut placer la barre très haut. Je veux que des médias soient un groupe de presse qui soit en tout cas vu comme une référence. Et dans ce cadre, on veut s'accommoder de toutes les garanties nécessaires, autant sur le plan matériel qu'au niveau des ressources humaines. Dans un paysage médiatique très diversifié avec la rude concurrence, les défis sont énormes. L'invite au sens de la responsabilité a été sans appel pour le Premier ministre Mohamed Dionne, porteur du message du chef de l'État. Je vous demande ici également, solennellement, de ne jamais oublier vos devoirs, des devoirs d'équilibre, des devoirs d'éducation pour le peuple, des devoirs également d'information juste pour tous et un égal accès de tous, parce que ce que nous voulons, c'est le Sénégal de tous, mais le Sénégal pour tous. Personnalités, autorités administratives, religieuses, politiques, coutumières, parents, amis et sympathisants, tous étaient là pour encourager le groupe des médias. Les communicateurs traditionnels étaient aussi présents pour accompagner leur président El Hadj Mansour Mbaye, dont le studio de Zik FM porte désormais le nom. Acte 3 de la décentralisation, le Haut Conseil des collectivités territoriales a convié le ministre de la Santé à des échanges autour d'une meilleure prise en charge sanitaire des populations. La CMU, les équipements, les infrastructures, les maladies chroniques ou le recrutement de personnel ont été quelques-uns des problèmes abordés. Les autorités sanitaires ont salué cette démarche nécessaire à une bonne gouvernance sanitaire. Un forum avec les collectivités territoriales est annoncé. Oumar Diaw. Le Haut Conseil des collectivités territoriales lui avait envoyé un carton d'invitation qu'elle n'a pas décliné. Elle est venue avec un staff important répondre aux questions variées des conseillers. C'était la couverture maladie universelle. Là, on a soulevé ces questions aujourd'hui. On a soulevé aussi des questions des cases de santé, des centres de santé. Ils ont évoqué aussi le personnel qualifié. Ce ne sont là que quelques-unes des préoccupations saillantes exprimées par des conseillers, mais il y en a eu bien d'autres sur la pyramide sanitaire, les équipements, les infrastructures, mais surtout sur la gestion financière du système. Les idées ont tourné autour des fonds de dotation qui sont encore insuffisants, qui sont parfois pas bien répartis, qui viennent en retard. Donc nous avons posé ces problèmes. Mais également, on nous a demandé plus de transparence dans la gestion. Les aspects sanitaires en rapport avec l'acte 3 de la décentralisation ont été mis en évidence au cours de cette rencontre qui a répondu aux attentes des membres de la nouvelle institution. Sincèrement, on a eu plus que ce qu'on attendait. Le ministre a bien répondu. À travers l'acte 3 de la décentralisation, les territoires vont jouir de plus de liberté dans la conduite de beaucoup de politiques sociales et sanitaires. Que l'acte 3 de la décentralisation, qui est une idée excellente, puisse être mise en œuvre d'une manière cohérente et efficace. Et puisque la CMU a longuement focalisé l'attention au cours des échanges, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en perspective l'organisation d'un forum avec les collectivités territoriales sur l'assurance maladie. Un rendez-vous attendu. Pour assurer la disponibilité de l'eau à Kédougou, d'importants efforts sont déployés par l'État. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a récemment réceptionné 2 forages et dans les zones rurales, le PUDC vient de réaliser plus d'une vingtaine de forages, sans compter la construction prochaine d'un barrage à Samba, à Galou. Voici le gouverneur de la région, William Manel.
C'est vrai que Kédougou est confronté à un problème d'eau, mais vous avez vu déjà des améliorations. Et tout à l'heure, plutôt il y a quelques jours, nous avons reçu le ministre de l'Hydraulique qui est venu inaugurer deux forages dans la commune de Kédougou qui vont renforcer le dispositif de la SDE et de la SONES pour soulager vraiment les souffrances des populations en matière d'approvisionnement en eau. Dans les zones rurales également, le PUDC a réalisé plusieurs forages, 23 au total, et nous devons arriver à un nombre de 100 dans les mois à venir. Donc tout ça pour montrer que le gouvernement est conscient de cette situation qui est quand même due au socle de Kédougou. Kédougou n'a pas de nappe phréatique de grande capacité, ce qui fait qu'il faut multiplier les forages pour pouvoir avoir plus d'eau. Contrairement dans les zones du centre et du nord où avec le maastrichtien, on peut avoir des volumes d'eau allant jusqu'à 100 mètres cubes d'eau par heure. Ici, le maximum, c'est à 20-22. Donc, ce qui fait que le gouvernement en est bien conscient. On multiplie les forages pour faire face vraiment à la demande en eau. Et il faut aussi expliquer ça aussi par le fait que Kédougou grandit. La ville grandit, ce qui fait que les besoins sont encore plus élargis, plus importants. Mais qu'à cela ne tienne, des efforts sont en train d'être menés. Et à moyen long terme, pour mettre vraiment un terme à tout ça, il y a le barrage de Samangalou qui sera construit dans le cadre de l'OMVG. Les réservoirs d'eau qui sont installés sur le toit des maisons répondent-ils toujours aux normes d'hygiène? Si leur utilité ne fait pas l'objet de débat, sont-ils bien entretenus par les usagers? À Ouakam ou à la SICAP, la question semble être prise en compte par les consommateurs, mais il faut veiller au grain. Lamine Touré. De l'eau sur les toits des habitations, mais sous forme de réserve, notamment. Ces images, on en voit presque partout à Dakar, même dans des quartiers centenaires comme la SICAP Liberté 1. À défaut d'une bonne pression pour en disposer à sa guise, Moussa Diop se conforme à une logique, celle qui consiste à disposer de réservoirs. Ça fait une semaine, il n'y a pas de l'eau. On a demandé au niveau des SDE, on nous dit que c'est le niveau de pression. Mais comment ces réservoirs géants sont-ils entretenus? Au fond, voilà ce à quoi ils renvoient. On a 4 bidons de réservoir. Chaque mois, je achète eau de Javel, je vais mettre à l'intérieur. Bon, il y a le premier qui vient pour vider chaque 2 mois ou 3 mois. Pour avoir le cœur net sur cet aspect relatif à une vraie hygiène de vie, nous nous sommes également rendus à Ouakam, chez la famille Ndoye. En compagnie de sa fille Selembe Ndoye, Djoulam discute des questions de vie. Il tient beaucoup à l'hygiène chez lui. Pour l'entretien des citernes, bon, ça, je fais ça par 3 mois ou bien par 6 mois. Mais l'eau, c'est uniquement pour les vaisselles et les moutons. Parce que j'ai constaté que si tu restes 3 mois sans vraiment faire l'entretien, vraiment, je vous dis que ça, c'est catastrophique. Parce que c'est rougeâtre, c'est marron, vraiment, je ne sais pas quoi. Moi, je fais agroalimentaire. Je sais, par exemple, l'eau, quels sont les dangers qu'ils peuvent avoir. Et dans les réservoirs d'eau, vous avez constaté que les réservoirs, ils sont, par exemple, en hauteur. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'hygiène. Il peut y avoir des microbes qui peuvent s'y développer. C'est que les risques sont bien réels. Des maux de ventre, des diarrhées, voilà. Je pense que c'est ça. Et je pense aussi que ça peut créer d'autres maladies. Et même les enfants connaissent parfaitement les dangers. Il y a du calcaire, l'eau va devenir marron. Mais si ça devient marron, on va attendre un peu, qu'elle soit un peu propre. Disposer d'un tel instrument est devenu presque une normalité sans que personne ne puisse expliquer véritablement les raisons de cette situation. Géographiquement, Ouakam aussi, bon, l'extension est devenue vraiment, je ne sais pas, mais pour pression, c'est trop faible. Pression d'eau, c'est vraiment trop faible, quoi, ici au niveau de Ouakam. En attendant, le réservoir d'eau sur le toit continue de remplir sa mission, celle d'un pompier que l'on sollicite en tout et à tout moment.
Et donc cette enquête de la Touré sur les réservoirs d'eau, la rubrique santé, on s'intéresse aux risques liés à l'ingestion de soude caustique, le Hémé. Les enfants sont les plus touchés. Le problème préoccupe au service de chirurgie de l'hôpital Albert Royer. Ce genre d'accident domestique a pour conséquence le rétrécissement de l'œsophage et bien d'autres complications. Nous voyons tout cela avec Oumou Baldé dans la rubrique santé. Au service des chirurgies pédiatriques de l'hôpital Albert Royer, l'un des problèmes de santé qui préoccupe le plus les urgences, ce sont les accidents liés à l'ingestion de soude caustique, communément appelée Hémé. Les données hospitalières de ces services en disent long. Par exemple, si nous prenons sur une période de 4 ans, allant de janvier 2012 à décembre 2016, nous avons recensé 243 cas d'ingestion ou de sténose caustique de l'œsophage. Et on sait très bien que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Les sténoses caustiques de l'œsophage, c'est un rétrécissement cicatriciel de l'œsophage. Le tube qu'est l'œsophage est rétréci et l'alimentation passe partiellement ou pas du tout. Et dans notre contexte, le produit qui est le plus incriminé, c'est la soude caustique qui est ingérée par les enfants. Et il est utilisé dans les ménages pour laver les carreaux, laver les toilettes, mais également pour blanchir les habits, parce que c'est un produit très décapant. Parce qu'il faut rappeler que la majorité des enfants qui ingèrent ces produits caustiques ont entre 1 et 3 ans. Les parents des victimes partagent leur longue souffrance. Ce type d'accident domestique est vécu difficilement. Mon enfant a ingéré la soude caustique depuis 2006. Il avait juste 2 ans. Depuis lors, je fais le tour des hôpitaux. Mais rien, ça se complique de jour en jour. Il ne peut plus s'alimenter ni boire de l'eau. C'est difficile. Ce que je demande aux parents, c'est d'être vigilants, très vigilants même, à l'endroit des enfants. Si on utilise ce genre de produit, Hémé, eau de javel, quel que soit, n'importe quel produit qu'on peut utiliser, après usage, de jeter parce que c'est plus prudent. Parce que si tu as un enfant comme ça, un sténose caustique, ça va, ça revient. Des fois, ça va, tu lui donnes. Des fois, même pour avaler de l'eau, c'est un problème. Il a fait cette opération, cette dilatation. Si ce genre d'accident est tant redouté, c'est parce que les conséquences à court et long terme peuvent être lourdes. La première crainte est ce que les professionnels appellent sténose des parois digestives. C'est que dès que l'enfant avale ce produit caustique, c'est toute une histoire qui commence. Et c'est une histoire qui est très longue. Donc il y a différents signes. Donc comme vous pouvez voir ici, on a administré à l'enfant un produit radio-opaque, donc qui paraît blanc à la radio. Ça, c'est une image de l'œsophage. Alors, regardez, le produit est passé, mais arrivé à ce niveau, en principe, comme vous voyez ici, ça devait opacifier l'œsophage sur toute la longueur. Mais vous voyez ici, il y a un défilé, il y a l'œsophage qui est complètement ratatiné. Et c'est ce qui explique qu'actuellement, l'enfant n'arrive même plus à avaler déjà les aliments et il ne boit plus. Tout comme les lésions de cette sténose, la prise en charge est aussi complexe et parfois longue. Elle comporte d'ailleurs plusieurs phases. Alors, la prise en charge débute déjà à la maison. Donc, si le produit est ingéré par l'enfant, parce que le plus souvent il s'agit d'un enfant, donc il faut immédiatement arrêter l'alimentation. Maintenant, après arrêt de l'alimentation, il ne faut surtout pas essayer de faire vomir l'enfant. Donc ce qu'il faut faire, c'est de convoyer le malade immédiatement vers une structure sanitaire. Dès que le chirurgien reçoit le malade, la hantise, c'est que le malade évolue vers une sténose. Et si l'œsophage est fermé, il faut dilater. Donc pour la dilatation, on a des bougies qui nous permettent de dilater l'œsophage pour augmenter la lumière de l'œsophage, pour que les aliments puissent passer. Mais maintenant, si malgré cela, l'enfant reste toujours aphasique, donc aphasique ça veut dire il n'arrive pas à faire passer les aliments, même les liquides, en ce moment-là, il faut penser à un remplacement œsophagien. Maintenant, s'il y a une sténose, alors là, vraiment aussi, il y a une deuxième hantise qui est la cancérisation. Et pourtant, il suffit d'une petite vigilance
pour éviter les grands dommages de la soude caustique au Khémé qui brise chaque année des vies d'enfants. Il faut agir sur la sensibilisation d'abord au niveau des ménages. En leur expliquant que le produit est dangereux et qu'il doit être hors de portée des enfants. Ensuite, au niveau de l'État, je pense qu'il faut revoir la vente de ces produits-là. Il faut vraiment légiférer en matière de vente du produit comme cela se fait ailleurs. L'idéal, c'est donc de contrôler la vente de ces produits, mais aussi et surtout de les mettre hors de portée des enfants, comme tout autre produit chimique. Nous recevons, comme nous l'annoncions, un invité dans cette édition. Il s'agit de M. Amadou Ba. Il est le président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. M. Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, à la suite d'un partenariat public-privé, le ministère de l'Élevage et l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière attend 1100 génisses gestantes qui vont arriver à Dakar. Alors, première question, c'est quoi ces génisses gestantes pour nous autres, les profanes? Génisse gestante, c'est une vache primipare qui n'a jamais mis bas. Voilà, c'est qui n'a jamais mis bas. C'est-à-dire? Qui n'a jamais eu de petit. D'accord. Voilà. C'est ça la première. C'est ça la génisse. Alors, comment cela, justement, peut-il contribuer à la résorption du déficit de production en lait? Justement, à combien d'ailleurs on estime ce déficit au Sénégal? Bon, je vais d'abord commencer par saluer le travail absolument remarquable de Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye à la tête de ce ministère de l'élevage et des productions animales, qui en fait est à la base de cette opération, ce projet ambitieux, qui est une première en Afrique noire, en Afrique au sud du Sahara. Faire venir un millier de bêtes était un défi, mais qui a été relevé aujourd'hui. Donc, vous parlez de déficit, mais le déficit, il se traduit simplement par des importations massives de lait, des produits laitiers, chiffrés, estimés à peu près à 65 milliards par année. Donc, nous sommes très loin du standard, si vous voulez, par habitant de consommation de lait. Et avec ces génisses qui vont venir, je pense que ce gap dont vous parlez pourra être absorbé sur un plan quinquennal que le ministère a mis en place dans le cadre de ce qu'on appelle le PRA de lait. C'est un programme assez spécial qui tend vers l'autosuffisance en lait au Sénégal. Ces vaches sont étrangères au milieu africain. Comment est-ce qu'elles vont s'acclimater justement? Alors, les races en question sont les Montbéliardes. Et vous avez la Montbéliarde qui est assez connue d'ailleurs au Sénégal. Vous avez la Holstein, vous avez la Normande moins connue, et vous avez la Brune des Alpes qui est une vache qu'on appelle la vache beurrière avec un taux de matière grasse très très élevé. Et ces vaches-là, naturellement, peuvent absolument s'adapter au climat dans la région du Cap-Vert, si vous voulez, dans la zone un peu des Niayes, où nous avons quand même un climat assez tempéré. Et actuellement, dans des fermes, qui constituent la NIPL, vous avez aujourd'hui donc ces races-là actuellement et qui produisent et qui y vivent, ça s'adapte assez facilement. Et je dirais, si vous le permettez, que si nous avons choisi de les faire venir en cette période-là, c'est parce que nous sommes dans... Enfin, c'est un climat assez tempéré pour le moment. Ça aurait été le mois de juin, juillet, ça aurait été beaucoup plus difficile. D'accord. Alors, quelles sont les mesures prévues au plan vétérinaire? Alors, je dois dire qu'il y a des docteurs vétérinaires, il y en a 2 qui sont dans le bateau, qui d'ailleurs, je le signale, est arrivé. Docteurs vétérinaires qui vont venir parce qu'il y aura une période de quarantaine. Bon, c'est d'ailleurs obligatoire.
La quarantaine est obligatoire quand vous faites rentrer ici des animaux. Donc 40 jours dans un lieu et surveiller pour éventuellement voir s'il n'y a pas des maladies qui risquent de se propager. Mais ces docteurs vétérinaires vont nous accompagner. Il y a également au niveau de l'ANIPEL, nous avons des docteurs vétérinaires. Mais le concours le plus important vient du ministère de l'Élevage. Vous avez véritablement des équipes, des gens chevronnés qui vont participer également à la surveillance et au suivi de la quarantaine. Et le ministère de l'Élevage, d'ailleurs, promet de nous donner un lot de médicaments, de médicaments pour le traitement éventuel des animaux en cas de maladie. Ça, c'est pour la prophylaxie. Mais je dois dire aussi que notre fournisseur, nous avons pu obtenir de notre fournisseur un lot de médicaments qui sera après distribué d'ailleurs aux différents acquéreurs. Justement, en matière de distribution, comment seront-elles réparties entre les producteurs? Il s'agit en fait de commandes. Mais je pense qu'il faudrait peut-être parler disons de l'opération qui a été arrêtée avec le ministère de l'Élevage, où nous avons, au niveau de notre association, l'ANIPEL, obtenu une subvention à hauteur de 43,75% sur un achat, une commande, disons, globale d'environ 1,6 milliard. Nous avons reçu donc du ministère de l'Élevage, enfin de l'État du Sénégal, 700 millions et donc les acquéreurs ont mis, bien entendu, 900 millions dans l'opération. Alors, une autre question, qu'allez-vous faire justement des veaux à naître? Oui, alors, il faudrait peut-être parler aussi de ce que nous attendons de cette importation-là. C'est une production d'environ 25 000 litres de lait par jour. 25 000 litres de lait par jour, environ 5 800 000 litres de lait produits chaque année. Effectivement, pour répondre à votre question, nous allons avoir, selon nos estimations, 880 naissances. 880 naissances d'ici la fin de l'année. Et dans ces 880 naissances, il y aura environ la moitié qui sera des génisses, des femelles. Alors, tout cela va réduire à quel taux, justement, le déficit en production laitière? Nous pensons au plan quinquennal, là, ce qui a été arrêté, c'est que nous allons probablement résorber, produire environ 37 millions de litres de lait, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 14 milliards. Je vous disais, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Sur le déficit de 67 milliards. Voilà. Alors, sur les 67 ou 65 milliards, mais si vous y enlevez 14 milliards, je pense que ça veut dire que donc on aura fait un travail assez important. Alors, une question, avez-vous des perspectives d'amélioration des races locales? Oui, tout à fait. Dans ce bateau qui va arriver, nous avons pu obtenir d'ailleurs 3000 semences, c'est-à-dire semences, c'est pour l'insémination artificielle. Mais par ailleurs, il y a un projet du ministère de l'Élevage, bien entendu, et ça a toujours existé d'ailleurs, de faire inséminer les vaches locales. Je pense que Madame le ministre en avait parlé dans son intervention en français et en wolof, pour dire que donc ces inséminations qui seront faites sur les vaches locales vont permettre de booster, d'améliorer également la production actuelle de nos vaches qui sont d'environ 1,5 litre par jour. Alors que je vous parle de 25 litres de lait pour les vaches importées, 1,5 litre, vous savez, c'est très faible. Donc la seule possibilité, bien entendu, c'est la question que vous venez de poser, c'est-à-dire donc de procéder à une amélioration, c'est-à-dire à une insémination pour améliorer la production locale. Merci M. Mboulouba, président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Vous recevez demain 1100 génisses gestantes. Ce sera sous la présence du Premier ministre, n'est-ce pas? Oui, alors je voudrais vous dire que le bateau est déjà rentré dans le port de Dakar. Demain, il y a une cérémonie, le Premier ministre va venir. Bien entendu, il y aura tous les acteurs qui évoluent dans la filière laitière
qui sont invités et qui seront au port de Dakar, au Môle 1, où il y aura donc le Premier ministre va visiter le bateau et les animaux dans les cales avant débarquement. Merci, monsieur Mamadou Ba. Merci à vous. Ouverture officielle de la foire artisanale de Tambacounda pour cette 3e édition. Le thème choisi est artisanat et agriculture. Tous les artisans du Sénégal ont été conviés. Ils sont plusieurs à exposer leurs produits à la foire régionale de Tambacounda. Menuisiers, couturiers, teinturiers et bijoutiers, entre autres. À l'occasion de ce grand rendez-vous commercial, les artisans de la région de Tambacounda n'ont pas manqué d'interpeller la tutelle sur leurs conditions de travail. C'est tel que le manque de formation des acteurs, l'accès aux matières premières, l'accès aux fonciers et la faiblesse des moyens alloués pour l'encadrement des artisans. Nous souhaitons la construction du centre polyvalent qui devait être construit dans l'enceinte de la Chambre de métier de Tambacounda, la construction des villages artisanaux dans les départements, l'acquisition d'un centre de formation artisanale CFA. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, une initiative des artisans de la région de Tambacounda, a été saluée par le ministre de l'Artisanat, parrain de cette 3e édition. L'artisanat, faut-il le rappeler, joue un rôle important dans le développement économique et social de notre pays. Cette importance apparaît en termes de création d'emplois, de génération de revenus et de valorisation de nos ressources locales. D'où sa contribution significative à la lutte contre la pauvreté. Dans le domaine du financement, je voudrais mettre ici l'accent sur la mise en place effective d'une ligne destinée aux artisans à des conditions souples et adaptées, c'est-à-dire sans apport et sans garantie. Les différentes expositions ont permis d'étaler la richesse des produits artisanaux de Tambacounda, des autres régions du Sénégal et même de la sous-région. Cette grande rencontre d'échange va durer 7 jours. Mise en place d'un marché commun à l'échelle africaine. 54 États, soit un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Les négociations sur la zone de libre-échange continentale sont ouvertes depuis décembre. Le Sénégal est partie prenante. Invitée à l'émission Le Point, la directrice du commerce extérieur liste les enjeux et opportunités d'une telle initiative pour le Sénégal, dont près de 40% des exportations se font en Afrique. Que le Sénégal ne devrait pas rater le coche parce que tout simplement le Sénégal exporte plus de 40% de ses exportations se fait en Afrique. Donc l'Afrique représente 40% environ des exportations du Sénégal. Et l'essentiel des produits que nous exportons sur le continent africain également sont des produits manufacturés. Donc, en tout cas, dans notre dynamique d'industrialisation, je crois que le continent africain est extrêmement important pour notre pays. Mais également, c'est sur le continent africain seulement que nous réalisons des excédents. Donc, par rapport à nos échanges avec les autres continents, nous sommes toujours déficitaires. Mais en Afrique, nous notons de plus en plus que nous réalisons des excédents. Et donc, c'est très encourageant. Et donc, ce sont de belles perspectives pour le Sénégal. Encore faudrait-il que notre secteur privé accepte vraiment un rôle important à jouer dessus, sinon on est à la traîne. Hein? C'est ça. Quels sont aujourd'hui les enjeux pour un pays comme le Sénégal quand on ouvre comme ça son marché? Qu'est-ce que selon vous cela devra susciter ou favoriser? Alors, donc déjà les enjeux, c'est que le Sénégal aussi, il faut noter que nous n'avons pas beaucoup diversifié nos clients sur le continent africain. Parce que sur nos exportations sur le continent, plus de 80% de nos exportations, environ 81%, se fait seulement dans la zone CEDEAO. Or, aujourd'hui, si nous allons dans ces négociations sur la zone de libre-échange continentale, nous allons compétir au même titre sur le marché CEDEAO que les autres pays africains. Donc, il est important que nous puissions renforcer notre position et nous préparer en conséquence. Le point sur les enjeux du futur marché commun africain, appelé zone de libre-échange continentale, à suivre après ce journal invité à Somme Aminata Diatta, directrice du commerce extérieur. La PIX reçoit 50 élèves issus des écoles impactées par le train express régional. Ils ont visité le site de la Maison du Terre et se sont fait une idée du projet. Fatima Tabanelba.
Série de questions-réponses entre ces enfants et les responsables de l'APIX. Pour satisfaire leur curiosité, toutes les questions sont posées. Issus des écoles touchées par le projet Terre, ces élèves ont fini par avoir une idée assez claire du projet. Je trouve que ce train est très utile à la population. Il peut servir à beaucoup de personnes. J'apprécie beaucoup ce train. Ce train express régional sera très important car si on prend les voitures, il y aura trop d'embouteillages. Mais le train, il court à 160 km à l'heure. 4 mois après le lancement officiel du train express régional, les travaux ont démarré effectivement. Le bilan, 4 mois après, est un bilan heureux d'un projet complexe pour lequel les travaux ont démarré physiquement sur le terrain. Concrètement, les titulaires des marchés, au niveau des infrastructures et des systèmes, ont démarré les travaux de terrassement sur les tronçons à faible densité de population. L'accompagnement social, un volet important. Toutes les personnes touchées par le projet seront indemnisées. Leur effectif tourne autour de 12 000. On a finalisé les schémas d'indemnisation et à date, 500 personnes ont reçu leur premier chèque d'indemnisation. Quant au marché de Thiaroye, il sera délocalisé au camp de la localité sur une superficie de 7 hectares. Par ailleurs, le directeur général de l'APIX précise que le projet Terre sera bénéfique pour les populations, car près de 10 000 emplois seront créés dans les métiers de BTP. Le Terre en mode pédagogie, nous parlons justement dans ce même sillage de l'éducation pour parler du bilan annuel du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence paquet. Tous les acteurs de l'éducation ont participé à la revue et ont pu dégager des perspectives. Mortar Diop. Toutes les familles d'acteurs du système éducatif sénégalais, mais aussi les partenaires techniques et financiers ont été représentés à cette 4e revue du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquet. L'exercice consiste à faire le bilan global de l'année écoulée. L'organisation de cette revue intervient cette année dans un contexte de mise à jour du paquet avec présentement le processus en cours de cadrage politique, stratégique et budgétaire des phases ultérieures couvrant la période 2017-2030. La rencontre qui s'étend sur 2 jours va être un moment fort d'échange de tous les acteurs sur la mise en œuvre du dernier plan annuel de travail, mais aussi des recommandations pour le prochain. Environ 47% des enfants d'âge scolaire, en particulier ceux des zones rurales issus des couches urbaines pauvres et à besoins éducatifs spéciaux, restent en dehors du système et ils se retrouvent en grande majorité dans les régions les moins scolarisées. Nous avons des curricula qui portent des disciplines, mathématiques, langues, etc. Mais nous ne voyons pas très bien les éléments de fabrication de la citoyenneté sur la base d'un certain nombre de valeurs. Convenons ensemble qu'autant l'exercice des compétences transférées en éducation, formation sont partagées, autant la faiblesse des performances du partenariat est également partagée. Les conclusions et recommandations issues de ces échanges seront prises en compte dans le travail d'actualisation de la lettre de politique générale sectorielle. Le jour et la nuit, l'ouvrage du professeur Omar Sankaré a été réédité par les éditions Maguilène. C'est pour rendre hommage à l'homme de lettres agrégé de grammaire et de lettres classiques. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu à la Maison des écrivains du Sénégal. Neya Idaïdja. Le jour et la nuit, livre posthume réédité du professeur Omar Sankaré est un récit, une réflexion sur la dualité de la vie. Entre malheur et bonheur, il faut de l'adversité pour continuer à aller de l'avant. L'histoire d'un jeune homme, Doudou, confronté aux vicissitudes de la vie après le décès de son père, mais il va tout de même s'en sortir grâce à son courage et son abnégation. Ce récit, et ça c'est important du point de vue de la création, pourrait se lire comme un conte initiatique ou une légende. Sa structure et surtout sa dimension pédagogique et morale l'apparente à un parcours initiatique à la fin duquel le héros est comblé par sa réussite.
Cette parenté semble d'autant plus évidente que le personnage de légende qui est devenu Doudou ressemble à chacun de nous. Du moins, chacun d'entre nous pourrait se lire en lui et se représenter sa réussite comme étant le couronnement d'un parcours rempli de pièges et d'obstacles de toutes sortes. Seul agrégé africain de grammaire et de lettres classiques, professeur Sangaré était un ami du ministre de l'Enseignement supérieur qui en sait des choses sur lui. En rééditant ce livre du professeur Sangaré, les éditions Maguilène ont voulu lui rendre hommage. Il était simple, tellement simple qu'on avait le sentiment d'une forme de gêne à s'excuser d'être aussi instruit, parfois impertinent, toujours cohérent et rigoureux, avec des convictions qu'il traitait comme telles. Le résultat d'un processus cognitif qui pouvait être juste ou erroné. N'est-ce pas là les signes d'une démarche scientifique? Décédé le 26 octobre 2015, le professeur Sangaré était un éminent intellectuel. C'est pourquoi ses collègues, écrivains et universitaires ont voulu lui rendre hommage à travers cette cérémonie de dédicace de cet ouvrage réédité qui décrit subtilement les mœurs, us et coutumes de la société sénégalaise. L'actualité internationale nous conduit aux États-Unis et en Syrie, mais on tourne tout d'abord par la République démocratique du Congo où le président Kabila a pris la décision de nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Hadi Kamara. Le président Joseph Kabila va nommer un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. L'annonce a été faite lors de son discours adressé hier à la nation devant les deux chambres du Parlement. Le président Kabila a demandé l'adoption d'une loi et l'accélération pour désigner une personnalité consensuelle. La question de la nomination du Premier ministre est l'un des deux principaux points de blocage entre l'opposition et la majorité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni aujourd'hui pour faire le point sur l'attaque chimique survenue hier à Idlib en Syrie. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni vont présenter une nouvelle résolution condamnant cette attaque. La Russie, principal allié de la Syrie, juge inacceptable cette résolution. Pour Moscou, nul ne peut anticiper les résultats d'une enquête en cours. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque a fait plus de 70 morts. Aux États-Unis, le président Donald Trump démet son conseiller Steve Bannon au Conseil de sécurité nationale. Considéré comme un radical, la nomination de Steve Bannon avait créé une vive polémique aux États-Unis. Ouverture à Dakar d'une session de formation des directeurs d'instituts publics de formation, des cadres de la jeunesse, des sports et des loisirs dans l'espace francophone. Il s'agit pour la CONFEJES, la conférence des ministres des sports, de la francophonie, de faire en sorte que l'assurance qualité soit mieux prise en compte dans les offres pédagogiques des instituts. Pabouna Tchawa. Ils ne sont pas moins de 16 directeurs d'instituts publics de formation, des cadres de jeunesse, de loisirs et de sport de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, à se retrouver à Dakar pour un renforcement de compétences. Une session de formation axée sur les enjeux de l'assurance qualité dans l'offre pédagogique des instituts. Il s'agissait de mettre d'abord en œuvre un programme visant à améliorer la gouvernance dans les instituts nationaux de formation des cadres de jeunesse et de sport des pays francophones. Donc il y a déjà eu une première session de formation sur l'assurance qualité. Nous avons aussi réfléchi et envisagé la mise en œuvre de partenariats entre ces instituts et les universités, à travers notamment le soutien du CAMES pour l'amélioration à la fois de la gouvernance mais aussi de la qualité de formation. La rencontre de Dakar permettra d'instaurer un cadre approprié de partenariat entre le réseau des directeurs d'instituts, le CAMES et la FIEP, la Fédération internationale de l'éducation physique. J'espère que notre coopération apportera les réponses sur beaucoup de questions et indiquera les nouvelles tendances et perspectives de développement de l'éducation physique et du sport mondial, mais spécialement dans la région afro-européenne, de formation des cadres et montrera la nouvelle position de l'éducation physique et du sport dans la société multiculturelle.
La diversité d'organismes, de structures travaillant en faveur de la jeunesse devrait constituer plutôt une aubaine pour optimiser le rendement du service qu'on lui consacre. Si tout un chacun s'emploie à donner le meilleur de lui-même en identifiant des centres d'intérêt partagés et en mutualisant au mieux l'expertise spécifique et les ressources multiformes. Le plan d'action du réseau des directeurs d'instituts publics francophones de sport, jeunesse, loisirs est en parfaite cohérence avec la politique sportive du Sénégal. Le ministre des Sports me fait dire que cette importante initiative de la CONFEJES entre en droite ligne des priorités inscrites dans notre lettre de politique sectorielle de développement des sports. En effet, 4 axes stratégiques sont déclinés dans notre lettre de politique sectorielle, dont un portant sur la formation des cadres. Les travaux vont se poursuivre jusqu'au 7 avril prochain. La rencontre a été ponctuée par une remise de certificats aux délégués nationaux et de présents aux autorités. Le lutteur Recrec, vainqueur du tournoi doté du drapeau MSN. Cette activité sportive est organisée dans le cadre du festival Rythme, musique et tradition de Fatick, organisé par l'association Ndefleng. Voici le reportage de Rabinou Diop. Cette séance de lutte a bouclé le festival des arts, rythme et musique organisé par l'association Ndefleng. Ce véhicule 4x4 a fait monter la pression chez les lutteurs qui sont affrontés pour rentrer avec. Au-delà de ces festivités, c'est la culture sérère qui est valorisée. Cette deuxième édition a réuni des fils du terroir de Mamindis. Nous sommes venus leur montrer la culture sérère parce qu'il faut que nous sachions d'où nous venons. Même si la vie moderne nous tente, c'est beau cette culture sérère que nous avons vécue aujourd'hui. La culture sérère, nous l'avons vécue par le lamb et vraiment je me réjouis. Je suis extrêmement heureux. Cette deuxième édition du festival Ndefleng est un prolongement des journées culturelles sérères. L'appel de Ndefleng a trouvé un écho favorable auprès des Fatickois. Nous terminons aujourd'hui, ce soir, les journées culturelles sérères organisées par l'ONG Ndefleng. Profite de l'occasion pour remercier très sincèrement le chef de l'État, Macky Sall, qui a appuyé fortement cette manifestation. Dire que aussi toutes les séquences des journées culturelles se sont très bien déroulées. Et je prends à témoin monsieur le gouverneur de la région, mais également le ministre Ali Koto, qui, du colloque à la soirée, en passant par la visite des sites et le tournoi de lutte traditionnelle, a traversé toutes ces séquences. Après des minutes de confrontation, c'est le lutteur Recrec qui a battu Ordinateur et qui remporte le drapeau MSN doté de cette belle voiture 4x4. Le festival Vert, Jaune, Rouge, initié par le groupe Bidéo Boubès, aura lieu les 7 et 8 avril prochains à la place du Souvenir. Les artistes musiciens ont tenu un point de presse ce mercredi. Ils sont revenus sur les derniers réglages de ce festival à caractère citoyen. Fatoumata Savané. Li bok, ce que nous partageons ou encore ce qui nous unit, c'est le thème de la deuxième édition du festival Vert, Jaune, Rouge. Si on dit Vert, Jaune, Rouge, donc on nomme personne. Donc tout le monde est là-dedans. Donc les politiques, donc les religieux, donc le monde rural, les artistes, j'en passe. Donc c'est un festival qui célèbre le Sénégal en fait. Le groupe Bidéo Boubès, à travers ce festival, compte célébrer le Sénégal, son pays, mais aussi porter des messages à travers sa musique, un plaidoyer autour des préoccupations des populations. On est des nationalistes avant tout. Ça ne veut pas dire que nous fermons la porte aux autres, mais quand même, cet élan de solidarité nationale et cet élan de citoyenneté, ça nous tient à cœur et je pense que tout cela fait partie de ça. Donc quand on sait que la majeure partie des populations se trouve dans les zones rurales, presque 60% de la population, donc il me semble important qu'on développe l'agriculture et nous on n'a que nos voix, on n'a que notre musique, notre aura pour essayer de porter le message. Notre engagement dans l'agroécologie c'est ça, comme on est engagé aussi avec la HCR dans les questions de nationalité, comme on est engagé aussi avec le ministère dans les questions de mortalité maternelle et infantile. Donc Bidéo Boubès est un groupe qui fait du plaidoyer. Ce festival c'est aussi une partie de la fête de l'indépendance qui se poursuit.
On a choisi les 7 et 8, c'est pour juste faire un prolongement du 4 avril. Parce que Bidéo Bess est un groupe très culturel. On a vu que le 4 avril, il y a un défilé militaire, il y a le défilé des élèves et de tous les corps et tout, mais il n'y a pas de défilé ethnique. Et je pense que les ethnies aussi, c'est important au Sénégal. C'est ce qui fait aujourd'hui le socle de notre cohésion nationale. Il faudrait vraiment maintenir cet acquis-là. Raison pour laquelle, donc, entre autres, il y aura un défilé des cultures par rapport à ce festival-là. Faire la promotion de l'esprit citoyen avec des symposiums, des plaidoyers, des actions civiques sur fond de concerts ouverts au grand public, Bidéo Bess rassure sur le spectacle du festival Vert Jaune Rouge. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.